Par une nuit froide et pluvieuse de 1962 à Hershey, en Pennsylvanie, l'un des plus grands matchs de l'histoire du basketball avait lieu. C'était les Warriors de Philadelphie contre les Knicks de New York. Le joueur vedette des Warriors était un homme de 2,13 m avec une présence physique imposante. Il s'appelait Wilt Chamberlain. Au basket, les joueurs de plus de 2,13 m ont l'air maladroits sur le terrain. Mais Wilt Chamberlain était différent. Il était grand comme une girafe mais gracieux comme une ballerine. Au cours de la saison de basket 1962, Wilt Chamberlain a obtenu en moyenne 50,36 points par match, le seul record de points en une saison qui n'a jamais été battu. Michael Jordan, largement considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps, a obtenu une moyenne de 37,09 points par match dans sa meilleure saison. Revenons au jeu. Plus que 46 secondes à jouer, Chamberlain s'est libéré de 5 joueurs des Knicks, il s'est approché du panier et a sauté plus haut que tout le monde et a placé le ballon dans le panier. Wilt Chamberlain venait de marquer 100 points, c'est le meilleur score qu'un joueur de basket professionnel ait réalisé en un match. Mais après ce match, quelque chose d'inexplicable s'est passé. Alors que s'est-il passé dans la carrière de Wilt Chamberlain pour qu'on se pose tant de questions ? Lorsque Wilt Chamberlain a rejoint la NBA pour la première fois, il dominait tout, il marquait quand il voulait, même lorsqu'il était aux prises avec un ou deux joueurs, il passait. Mais au moment de tirer un lancer franc, une tentative sans opposition de marquer des points, le bougre était mauvais. On était sur du 40% de réussite au lancer franc. Au début de la saison précédant le match historique, Chamberlain a pris la décision d'essayer une autre façon de tirer les lancers francs. Au lieu de tirer, comme tous les autres joueurs de basket, en lâchant le ballon par le haut, près de la tête, Chamberlain a opté pour des lancers par-dessous, aussi connus sous le nom de granny shot, le tir de grand-mère. Tout au long de la saison, Chamberlain tenait le ballon entre ses jambes, s'accroupissait légèrement, poussait le ballon vers le haut. C'est comme ça qu'il est devenu un assez bon tireur de lancer franc, réussissant près de 60% de ses tirs. Puis, lors du match à Hershey, en Pennsylvanie, Chamberlain a marqué 28 de ses 32 tirs de la ligne des lancers francs. C'est un très bon 87,5% de pourcentage de réussite au lancer franc. Le plus grand nombre de lancers francs jamais réalisés au cours d'un seul match de basket. Cette amélioration radicale de 40 à 87,5% ne s'est pas produite parce que Chamberlain a amélioré son esthétisme ou ses compétences de tir. C'est arrivé parce qu'il a changé sa façon de tirer les lancers francs. Alors, Wilt Chamberlain va-t-il rester sur sa bonne décision et s'améliorer en lancer franc ou pas ? Après le match historique, quelque chose d'incroyable se produit, un moment vraiment déconcertant, carrément fou. Wilt Chamberlain arrête de tirer par en dessous, il revient à tirer comme les autres. Il a choisi de redevenir un tireur de lancer franc complètement rincé. On dit que la folie, c'est faire la même chose encore et s'attendre à un résultat différent. Est-ce normal de trouver une solution à vos plus gros problèmes et de revenir ensuite à vos anciennes méthodes qui n'ont pas fonctionné ? De 1, Wilt Chamberlain n'avait pas de raison rationnelle de changer car il avait trouvé une solution et le fait de revenir en arrière va le condamner à rester nul au lancer franc pour tout le reste de sa carrière. À l'époque, le seul autre joueur qui tirait les lancers francs en tir de grand-mère était Rick Barry. Et tout comme Chamberlain, c'était un joueur offensif qui mesurait plus de 2 mètres. Contrairement à Wilt Chamberlain, Rick Barry n'est jamais revenu aux lancers francs normaux et pour une sacrée bonne raison. Au moment de sa retraite, Rick Barry détenait un record divin de 90% de lancers francs, classé premier dans l'histoire de la NBA. Mais cela aurait pu être le record de Wilt Chamberlain s'il avait conservé le tir de grand-mère. Alors, qu'en est-il des Wilt Chamberlain du monde qui prennent des mauvaises décisions même quand ils ont la solution, contrairement aux Rick Barry du monde qui s'en tiennent aux bonnes décisions même quand elles ne sont pas normales? Dans un célèbre essai publié il y a plus de 40 ans, Mac Granovetter, sociologue de l'unité de Stanford, a tenté de répondre à la question de savoir pourquoi les gens font les choses qui ne leur ressemblent pas. Granovetter a utilisé les émeutes comme l'un des principaux exemples. Pourquoi des citoyens respectueux jetteraient-ils soudainement des pavés ? Avant l'article de Granovetter, les sociologues ont tenté d'expliquer ce phénomène en termes de croyances. Les théories précédentes suggéraient que lorsque les gens étaient dans une foule, ils perdaient leur pensée rationnelle, indépendante et changeaient leurs croyances pour se conformer à la foule. Par exemple, si au début d'une émeute des Gilets jaunes, une personne dans une foule lance une pierre à travers une fenêtre, les croyances des gens de la foule changent et ils agissent de façon irrationnelle eux aussi, en lançant des pierres à travers les fenêtres. Mais Granovetter pensait le contraire. Selon lui, les émeutes ne sont pas causées par un collectif de personnes qui ont des croyances sur ce qui est juste,
et puis soudainement, à cause d'une mentalité de foule, change de croyance, non. Les émeutes sont plutôt provoquées par une réaction sociale au comportement des personnes dans l'environnement. Ils sont déterminés par des seuils. Votre seuil est le nombre de personnes qui doivent faire une activité avant que vous vous joigniez à eux. En fait, les seuils sont une forme de pression des pairs. Plus votre seuil est élevé, plus vous avez besoin de personnes pour faire quelque chose avant de participer. Par exemple, moi, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui dansent pour me lever de ma chaise et danser. Dans le contexte d'une émeute, le rebelle qui n'a pas besoin de beaucoup d'encouragement pour lancer la première pierre à travers la fenêtre a un seuil très bas, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de gens qui font ce comportement pour le produire. Mais un citoyen, par ailleurs respectueux des lois, qui vole un ordinateur seulement si tout ce qui l'entoure pille aussi, il a un seuil très élevé. Granofter a appelé ça le modèle du seuil de comportement collectif, qui a pour effet que dans certains contextes sociaux ou à certains seuils, nous pourrions prendre de très mauvaises décisions, même quand nous le savons. Cela nous rapproche un peu plus de la résolution de l'énigme de la décision irrationnelle de Will Chamberlain de revenir au tir de lancer franc normal. Voici un autre indice. Dans l'autobiographie de Will Chamberlain, il écrivait « Je me sentais bête, comme une poule mouillée, en train de tirer comme une grand-mère. Je sais que j'avais tort. Je sais que certains des meilleurs tireurs de l'histoire ont tiré de cette façon. Même maintenant, le meilleur de la NBA, Rick Barry, tire comme une grand-mère, mais je n'ai pas pu le faire. » Donc pour résumer, Will Chamberlain ne voulait pas avoir l'air stupide devant ses pairs et le monde entier. Il avait honte. Deuxièmement, ce ne sont pas les croyances de Chamberlain qui l'ont motivé, c'était le contexte social. En d'autres termes, Will Chamberlain aurait continué le tir de grand-mère que si une majorité des joueurs de basket le faisaient aussi. Mais Rick Barry, quand Rick Barry est passé pour la première fois au tir de lancer de grand-mère, alors qu'il était au collège, il croyait aussi qu'il aurait l'air d'une poule mouillée. Au début, il a été ridiculisé pour son style de tir, mais Barry s'en foutait. Pour lui, la seule chose qui comptait, c'était le résultat et d'améliorer ses tirs. Contrairement à Will Chamberlain, Rick Barry avait un seuil très bas. Il n'avait pas besoin des autres pour prendre une bonne décision qui fonctionne. Et c'est ce qui sépare les Will Chamberlain des Rick Barry du monde. On aime bien penser que les mauvaises décisions sont le résultat de croyances ou d'ignorance, mais ce n'est pas toujours vrai. La plupart du temps, on ne fait pas toujours ce qui est bien pour nous, même quand on sait qu'il y a mieux pour nous, qu'il y a des meilleures solutions, on ne choisit pas toujours les bonnes décisions, et ça, souvent à cause de la pression des pairs. Mais il y a une poignée de monde, les Rick Barry du monde, qui préfèrent avoir de bons résultats plutôt que d'être aimés par leurs pairs, et qui ont donc le courage social de faire passer la maîtrise d'une skills, d'une tâche, avant la reconnaissance sociale. Et c'est ce qui fait leur force. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est terminé. Donc si tu es entrepreneur et que tu as envie d'être plus productif, j'ai préparé pour toi dans la description, il y a le lien, une formation de 7 jours avec mes meilleurs conseils pour produire plus, pour produire mieux. Donc je vais t'aider à designer quelque chose qui est invisible, c'est ton temps. Donc si tu es en train de commencer un nouveau projet ou que tu te sens un petit peu embourbé dans ton projet actuel, tu as trop d'informations, ça va t'aider. Lâche un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo et n'hésite pas à partager avec tes potes. Voilà, si tu connais des gens qui aiment ce type de vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, à la prochaine vidéo, salut!